cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme à notre habitude en direct des studios de Radio Grand Lac pour cette nouvelle édition de notre émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez large. Comment réussir son premier achat immobilier en 2024. Donc on va parler un petit peu transaction immobilière. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir pour la deuxième fois, si je dis pas de bêtises, Sarah qui travaille avec nous depuis maintenant quelques temps, experte du bassin aixois, qui habite entre lacs, plus particulièrement à La Biole, qui maîtrise bien le territoire et qui va tenter de répondre à cette problématique et on va essayer. Alors on est parti sur une dizaine de conseils que on va analyser ensemble. Mais tout d'abord, bonjour Sarah et merci de ta présence à nouveau. Bonjour à tous et bonjour Romain. Ravi d'être là une seconde fois avec toi et avec toute l'équipe de Radio Grand Lac. C'est Jean-Pierre, il m'a dit, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Sarah. Elle avait fait une belle prestation la dernière fois. Je dis, écoute, on est là pour exaucer tes vœux. Jean-Pierre, on va convier à nouveau Sarah. Merci, j'en suis ravie. Bon, super. Perdons pas de temps, on va attaquer ce sujet. Alors, comme je le disais à l'instant, on a essayé de bâtir cette émission autour d'une dizaine de conseils. Donc, on va vous donner 10 conseils sur 10 thématiques un petit peu différentes. C'est parti avec la première. Je lance un petit peu le sujet. Donc, comment réussir son premier achat immobilier? Conseil numéro 1, bien définir vos besoins. Tout à fait. Alors, bien définir ses besoins, on va dire c'est le critère évidemment prioritaire qui peut sembler anodin, mais qui est d'une évidence capitale. Alors, les premières questions qu'il faut vraiment se poser, c'est la localisation. Alors, on dit toujours la localisation, critère numéro 1, localisation. Mais effectivement, c'est ce qui va jouer sur votre quotidien. Aujourd'hui, tant sur le plan personnel que financier, l'emplacement géographique va demeurer année après année l'un des critères qui va être le plus important. Pourquoi ? Parce que vous allez vivre au quotidien proche ou éloigné de votre domicile en fonction de votre situation matrimoniale. Vous pouvez être en couple, vous pouvez avoir des enfants. Donc, il va falloir peut-être être proche des écoles, des collèges, des lycées, proche de votre travail. Donc, peut-être que vous aurez un critère prioritaire pour y aller en voiture ou à pied ou en bus, transport en commun. Donc, tout ça, c'est des critères qui vont vraiment être importants et qui vont influer sur votre recherche d'appartement ou de maison. Alors, aujourd'hui, on dénombre quand même énormément de foyers qui déménagent pour des raisons justement de mauvais choix dès le départ et qui vont se dire finalement, effectivement, on avait choisi une belle maison à la campagne à une demi-heure de notre domicile et finalement au quotidien, c'est pas gérable avec les enfants ou la vie de famille. Donc, tout simplement de se dire ça me gonfle de faire 30 minutes pour aller au boulot alors que finalement avant je mettais 3 minutes et ça me rendait peut-être un petit peu plus heureux et c'est vrai que des fois comme tu l'as dit, c'est si évident de définir ses besoins, mais au final, l'évidence n'est pas forcément quand on la pratique pas du moins. En fait, c'est ça aussi la difficulté. C'est ça, tout à fait. La seconde difficulté, on va dire, bien sûr, elle va être financière encore plus aujourd'hui, en 2024. Je crois que tout le monde est au courant des taux de crédit qui ont augmenté. Donc, ça va être le deuxième critère principal, en plus de l'emplacement, évidemment. Mais on constate que sur des secteurs on va dire un peu plus périphériques qui peuvent être en explosion justement parce qu'on va avoir des prix un petit peu moins chers et du coup qui vont être plus prisés aujourd'hui. Mais les demandes vont s'accumuler sur ces secteurs-là, mais pas que. Au final, on s'aperçoit qu'il y a des gens finalement qui vont peut-être revenir un peu plus proche des centres-villes pour le côté pratique. Et puis finalement, financièrement, on se rend compte que ça peut être aussi un peu plus évident, un peu moins coûteux au quotidien. On parle souvent, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, moi, je définis ça un peu comme des marchés de repli. Et c'est vrai que le marché de repli aujourd'hui sur le bassin chambérien aixois, lui-même, il est affecté par cette hausse des prix. C'est-à-dire qu'avant, on allait un petit peu plus loin, mais le un petit peu plus loin, finalement, il est pas si moins cher que ça. Donc, c'est vrai que les acquéreurs, maintenant, se disent, je m'éloigne d'une demi-heure pour gagner quoi? Pour gagner 100 ou 200 euros de moins sur ma mensualité de mon crédit. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je vais les passer en essence, je vais les passer en temps. Bon, donc effectivement,
C'est vrai voilà, que c'est un compromis qui doit se faire. Après, c'est vraiment une réflexion. Voilà, c'est un choix personnel que vous devez faire vraiment en pensant consciemment à votre mode de vie. Qu'est-ce qui va vraiment être le plus important en fonction de votre mode de vie de tous les jours? Est-ce que effectivement vous êtes un jeune couple qui aimait peut-être les soirées un peu plus festives et du coup être proche des centres-villes, des bars et restaurants, c'est des critères qui vont être prioritaires. Puis finalement, pourquoi tu me regardes comme ça? Pas du tout, mais absolument pas. Je n'oserais pas, Romain. Tu sais bien, aucun préjugé. Mais effectivement, la petite maison à la campagne va peut-être pas être le produit idéal. Maintenant, effectivement, sur une vie de famille, se dire que notre appartement petit étroit quand on a 4 enfants, ça va être un peu plus compliqué. Donc on s'éloigne, on prend une grande maison et puis finalement on fait l'impasse effectivement sur ce temps qui était un peu écourté quand on était en centre-ville. On va se dire effectivement, va peut-être falloir passer une demi-heure pour se rendre à son travail ou déposer les enfants à l'école, mais en dehors de ça, les soirs et les week-ends, vous pourrez vraiment profiter de votre mode de vie. Et ça, c'est un critère qui est important. Donc effectivement, le compromis sur le secteur, il doit pas être perçu forcément de manière négative. Il doit juste être réfléchi, pensé aussi. C'est un projet familial de la vie de tous les jours. Donc inclure vos proches, voilà, ça peut être effectivement une discussion un échange qui doit être constructif. Et puis pour prendre des exemples vraiment tout bêtes, votre budget vous permettait de vous offrir un simple T2 de 45 mètres carrés au centre de la ville. Vous pouvez être propriétaire finalement d'un joli T3 avec une belle terrasse pour le même prix. Seulement, va falloir effectivement se dire qu'on passe 15 minutes dans les transports et c'est peut-être. C'est une petite concession. Voilà, c'est une petite concession, mais qui est certains feront. Que certains feront, d'autres ou ne feront pas. Mais effectivement, c'est à choix de chacun. Ce qui est un peu frustrant pour nous agents immobiliers, ou frustrant ou pas, c'est qu'on peut pas choisir pour le client. C'est vrai que je dirais. Ce conseil-là, c'est de vous forcer à réfléchir sur votre situation. Après, vous dire qu'est-ce qui est bien pour vous. C'est pas l'objet de notre métier de conseiller ça, mais c'est plutôt de mettre le doigt là-dessus. Et après, chacun va. C'est de comprendre les modes de vie de chacun et de peut-être vous proposer les produits les plus intéressants, même ceux auxquels vous n'auriez pas forcément réfléchi. Top. Le conseil numéro 2, on enchaîne. Ça va être un petit peu de savoir de quoi on parle. Donc notre conseil, c'est dans les premières questions qu'on pose à nos clients lorsqu'on fait cette découverte-là, surtout quand il s'agit d'un premier achat, c'est connaissez-vous votre marché immobilier? Avez-vous une vision? Peut-être que vous n'en avez pas du tout, vous avez une idée des prix, peut-être que vous étiez dit que votre budget, effectivement, vous auriez les moyens d'acheter qu'un T2, et finalement vous vous rendez compte que non, pas du tout. Vous avez les moyens d'acheter un T4, etc. C'est souvent le contraire. C'est souvent le contraire, c'est ce que j'allais dire. Mais bon. Mais il peut se passer des petits miracles. On sait jamais. Alors c'est vrai que ça, c'est des conseils qui sont généraux. Nous, dans notre cas de figure sur le bassin aixois, oui, on va être plutôt dans le sens inverse. Par contre, il y a des endroits en France où, à 150 ou 200 000 euros, vous avez des biens plus grands, plus spacieux, etc. C'est vrai que chez nous, pour 150, 200 000 euros, un peu en premier prix, entre guillemets, ça va plutôt être des grands studios, des T2, des T3. Il y aura quand même autour de 200 000 euros. On peut trouver, mais il y aura des gros travaux. Mais trouver un T3, un plein centre d'Aix, charmant, une belle vue, non, ça on va pas se cacher. Ça va être un petit peu compliqué. Du coup, cette analyse de marché va quand même vous permettre de juger, parce que c'est ça qui est intéressant de savoir. Ok, le bien que vous allez visiter demain, est-ce qu'il est au bon prix? Est-ce qu'il est surestimé, sous-estimé? Est-ce que c'est plutôt une bonne affaire? Est-ce que ils abusent un petit peu, le prix est un petit peu appuyé? Ça va vous donner un petit peu ça. Alors comment on va y arriver? On aime bien, nous, les agents immobiliers. Alors, l'effet vitrine, on le prend avec des pincettes parce que on n'a pas la certitude du prix conclu. Par contre, on va vous proposer d'analyser les ventes passées. Et pour ce faire, c'est ça qui est intéressant en France, c'est que on a tous accès à 2 bases de données qui sont publiques, gratuites. Vous tapez sur Google ou Yahoo, peu importe, vous tapez DVF, vous allez avoir le data immobilier français qui est cartographié. Donc chacun pourra retrouver la rue, l'immeuble, la maison qui l'intéresse. Et tout autour de ces zones-là, vous aurez en fait tout ce qui s'est vendu dans les 4 à 5 dernières années. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un outil qu'on utilise nous souvent régulièrement, pour checker un petit peu des cotes. Alors il y a une temporalité de 3 à 6 mois en arrière. La France, c'est quand même un pays moderne, mais pas tant. Donc il y a une petite synergie une petite latence entre le moment où le notaire enregistre la vente et puis l'info devient publique. Et puis après, vous avez un autre outil
surtout sur votre espace impôt.gouv, où vous avez un petit module de recherche immobilière qui liste également les transactions par secteur. Ça, c'est intéressant vraiment de s'y attarder 5 minutes parce que vous allez se dire, ah ouais, tiens, dans la rue, je vois que les appartements sont affichés à 3 800 € le mètre carré. Et effectivement, vous voyez que dans les 2 dernières années, ça tourne entre 3 500 et 4 500. Donc finalement, ça reste des moyennes, ça reste des fourchettes. C'est le jeu des plus et moins, une moyenne. Donc, est-ce que l'appartement avait une jolie vue? Est-ce qu'il avait un ascenseur? Après, vous avez tous les jeux de critères, mais disons que le noyau dur du prix au mètre carré, vous aurez une bonne idée. Vous saurez pas forcément dire est-ce que ça vaut 4002 ou 4000 ou 3900. Par contre, vous savez que c'est pas 5000 ni 2000. Et ça, c'est à minima bien de savoir un petit peu de quoi on parle. Et encore une fois, c'est vraiment un exercice qui est simple puisque les informations sont facilement trouvables et gratuites. Donc ça, c'est intéressant. Le petit conseil sur cette partie-là, c'est rencontrer des professionnels. C'est une bonne option. Agence immobilière, agents indépendants, c'est les acteurs qui font le marché de votre ville. Ils sont connectés au marché et ils vous donneront de précieuses informations. Ils sont là pour ça. Hein. Les conseils sont également gratuits et chacun aura plaisir à prendre quelques minutes pour vous relater un petit peu ce marché. On enchaîne un petit peu avec ce conseil numéro 3. Alors c'est un conseil moi qui me plaît parce que là encore on va je dirais ouvrir une porte ouverte comme on dit. C'est un peu une évidence, mais ma situation est-elle stable? Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? En quoi ça serait un conseil? Alors, la situation d'un couple ou d'une famille est-elle stable? Effectivement, entre l'achat du bien et les frais de notaire, les frais de bancaire, on constate qu'il faut généralement au moins 5 ans pour revendre son bien sans perdre d'argent. Donc voilà, c'est quand même un chiffre à garder en tête qui est important. C'est-à-dire que le jour où vous allez acheter un bien finalement au prix du marché et le revendre 2 ans après, il y a peu de chances que je m'en sorte sans une petite perte. Voilà, exactement. Donc ne vous attendez pas à faire des millions de plus-values sur un bien que vous avez acheté 1 an ou 2, à part si effectivement vous avez très bien acheté un bien avec travaux, rénové, etc. Voilà, on peut l'avoir valorisé, ça c'est autre chose. Tout à fait. Mais là on part vraiment sur une moyenne d'un prix de marché sur un appartement sans travaux classique. Voilà. Donc, gardez en tête ce chiffre, il faut au moins 5 ans. Alors, d'où l'importance vraiment d'anticiper au mieux votre futur. Donc, c'est pas forcément toujours évident non plus lorsque vous savez vous allez avoir une mutation, par exemple, dans un autre département qui se profile. Bon, l'achat d'un bien, finalement, va peut-être être reporté. C'est peut-être pas la meilleure option d'acheter tout de suite, se dire, effectivement, si je suis muté dans quelques mois, je risque de perdre de l'argent, sachant que n'oubliez pas que sur n'importe quel bien immobilier ancien que vous allez acheter, il faut rajouter les frais de notaire qui équivaut à 7 à 8% du prix. Donc en général, si vous revendez quelques mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans après, ça peut être compliqué de retrouver cette somme. C'est ça, parce que je pense que ça, je fais une petite parenthèse, mais je pense que on met le doigt sur quelque chose d'important. Vous pouvez acheter un appartement 300 000, vous l'avez acheté au bon prix, il n'y a pas de problème. On ne vous dit pas que vous avez fait une mauvaise affaire ou que vous vous êtes fait avoir. Non, vous l'avez acheté au bon prix. Par contre, effectivement, les frais d'enregistrement en France coûtent assez cher, 7-8% du prix. Donc, on passe de 300 000 à 3 x 7, 21. Donc, on va avoir 22-23 000 € de frais d'enregistrement, frais de notaire. Donc, ça va nous porter l'acquisition totale entre 320 et 325 000. Ces 25 000 €, il va falloir les amortir un petit peu. Et c'est là où comme tu le soulignes, il faut à peu près 5 ans pour amortir ça. Aujourd'hui, on le sent, on n'est plus dans un marché qui grimpe, on est plutôt on a atteint le plateau, les prix ont bien résisté, ça n'a pas baissé, du moins pas sensiblement. Par contre, de là à ce qu'on gagne 7-8% là aujourd'hui, ça va être compliqué. Là, les 5 ans, on en reparle dans 5 ans. Voilà, c'est ça. Et idem d'ailleurs pour les couples, ceux qui rêvent d'un petit nid douillet, d'un appartement, qui se retrouvent à déménager parce que, très bonne nouvelle, ils apprennent qu'ils vont avoir un enfant. Finalement, effectivement, il va falloir déménager, trouver cette fameuse chambre supplémentaire. Et là, il faut se mettre en tête, effectivement, ils peuvent perdre ou du moins ne pas gagner véritablement sur la vente de leur bien s'ils ont acheté récemment. Voilà, donc toujours à le garder quand même en tête. C'est important. Complètement. Et je le disais il y a un instant, c'est plutôt évident, mais c'est une question où on pourrait se dire, tiens, je revendrai peut-être plus cher. Et c'est aussi pour mettre le doigt sur le fait que ne rêvez pas non plus. Si l'appartement, vous l'avez acheté à un prix correct, il valait pas 50 000 € de plus. Donc, se dire, tiens, j'achète pour 2 ans, ça peut être risqué. On vous dit pas
de pas le faire, parce qu'il n'y a pas non plus mort d'homme, c'est pas dramatique, mais anticiper le fait que vous acceptez par anticipation de peut-être potentiellement perdre. Alors c'est sûr qu'il faut remettre aussi dans le contexte parce qu'on a eu toute l'époque Covid qui Exactement, était un petit peu voilà. incroyable et complètement démesurée. Et que les prix, tous les 6 mois, ça grimpait voilà. de 4-5%. Donc, ça a été complètement hallucinant. Et effectivement, moi, il m'est arrivé, et toi aussi, je suppose, d'avoir des ventes de biens de personnes qui ont acheté quelques mois plus tôt, même pas un an parfois, et qui ont réussi à faire de très belles plus-values. Mais on était dans un contexte qui était très spécifique, qui était hors du commun, hors contexte. Aujourd'hui, on revient sur un marché un peu plus, on va dire un peu plus stable, un peu plus classique. Et donc aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ces mêmes deltas. Voilà. Donc faites attention à ça aussi. On n'est plus sur l'époque Covid, bien que certains vendeurs aient encore du mal à se remettre dans les prix d'aujourd'hui. Mais effectivement, on n'y est plus. Aujourd'hui, on reste sur des prix qui sont tout simplement plus classiques. Voilà. Ce que j'aime bien dire en ce moment à nos clients vendeurs, c'est que le gâteau est toujours là, mais la cerise, elle a été croquée. Tout à fait. C'est une très bonne expression. Donc et c'est l'important. L'important, c'est de conserver le gâteau à la limite. C'est la grosse part. Mais la petite cerise, elle a disparu. Elle a disparu. Il fallait bien la manger à un moment, la cerise. Tout à fait. Elle reviendra peut-être. Elle reviendra peut-être. Conseil numéro 4. Mon budget correspond-il à mes attentes? Alors, c'est une question un petit peu dans la lignée de l'analyse du marché. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle ou nouvelle neutre. Votre budget, vous aviez un petit peu sous-estimé votre marché. Vous disiez que tiens, j'ai 200 000 euros et vous voulez absolument un T3. Je prends l'exemple du T3 parce que c'est l'appartement, c'est le format le plus, je dirais, classique dans le sens où c'est assez multi-options. Un célibataire sera content, il se dit j'ai ma chambre. Si effectivement plus tard j'ai un enfant, j'aurai déjà cette seconde chambre importante. Ou tout simplement je vais recevoir mes copains, de la famille, je veux un appartement un petit peu plus confortable. Un couple, le couple forcément se dit tiens, on a une chambre plus on projette d'avoir un enfant. Les couples avec un enfant. Donc déjà on balaye une typologie d'acheteurs, de profil d'acheteurs assez large. Si on prend le studio à contrario, on va plutôt être sur un premier achat. Ça arrive encore de temps en temps, des jeunes motivés en se disant allez, j'achète jeune et au lieu de dépenser des loyers peut-être. Alors il faut cette capacité à acheter, mais de temps en temps ça arrive encore un petit peu, mais c'est plutôt de l'investisseur. Profil investisseur. Voilà, donc le profil est un petit peu plus limité. C'est pour ça que le T3 c'est un petit peu l'exemple phare. Malgré tout, vous vous apercevez que votre budget ça va pas suffire. C'est bien de l'avoir anticipé, parce que ça peut remettre justement le projet de l'enfant en question, ou peut-être que vous hésitiez, comme on le disait tout à l'heure. La liste des besoins, elle est importante. Est-ce que vous voulez privilégier cette chambre? Ça vous fait vraiment plus plaisir d'avoir cette deuxième chambre, ou est-ce que vous souhaitez ne plus avoir d'enfants? C'est dommage parce que qui va payer leur retraite déjà qu'on se demande comment on va aller. Il faut faire des enfants, les gens. Il faut y aller. Faites des enfants. Achetez des appartements avec travaux. Vous trouverez une solution. C'est ça. Donc ce budget-là, il va falloir quand même un petit peu le travailler. Ça sera alors définir votre budget de toute façon. Il n'y aura pas 36 solutions. Soit vous avez un capital, vous avez tout gagné au loto, vous avez un héritage, une succession, les parents qui sont prêts à vous aider, peu importe, vous avez le cash, comme on dit. Ou alors, comme la plupart des gens, vous allez emprunter. Donc pour aller emprunter, vous allez calculer une capacité d'emprunt. Ça sera facile à trouver comme information. Combien vous pouvez emprunter, c'est des calculs qui sont simples à faire. C'est les taux d'endettement par rapport à vos revenus, grossièrement 1/3. Donc vous prenez le revenu de votre foyer. Par exemple, vous êtes 2 travailleurs. Monsieur gagne 2 000 euros net, madame 3 000. Ça fait 5 000. Donc grossièrement, vous pouvez emprunter entre 1 700, 1 800, 1 900 euros. Et ça vous donne, avec une règle de 3, un prix d'achat. Donc, cette enveloppe-là, le conseil à retenir, c'est qu'il faut la calculer. Que finalement, ce que vous visiterez et les appartements que vous allez éplucher, décortiquer, qui vont vous intéresser, que vous allez potentiellement acheter, vous pouvez bien sûr ne pas, ça serait trop facile de visiter tout et n'importe quoi. Il va falloir cibler et vous poser la question de ce budget-là. Ça me permet d'enchaîner directement sur le conseil 5, c'est que, vous vous dites, tiens, le budget idéal par rapport à ce que je gagne, par rapport à mes envies, mes besoins, on tourne autour de 200 000 euros. Quel est le conseil qui va suivre? C'est comment va être, et vous n'avez pas la chance d'avoir un tonton ou une tata très riche, on l'a pas tous le tonton. J'allais encore faire une blague sur Jean-Pierre en disant que Jean-Pierre il avait certainement une tata qui traînait, mais
Mais je ne sais pas. Pensez à Jean-Pierre lui-même, sinon. Hein. Pensez à Jean-Pierre lui-même. Oh, Jean-Pierre, il a un matelas, je le trouverai un jour, son matelas. Mais il va falloir bien préparer votre dossier bancaire. Alors, on t'écoute, Sarah, que me conseilles-tu pour aller séduire mon banquier? Alors, pour séduire un banquier, il faut avant tout soigner votre profil d'emprunteur. C'est la principale base. Si vous arrivez avec un dossier qui est mal ficelé, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas dans quelle ville vous recherchez, finalement, vous avez des crédits à la consommation, vous jouez à des jeux en ligne, vous êtes endetté chaque mois, vous avez des découverts réguliers. Tout ça, vous allez alerter votre banquier qui va avoir plein de voyants rouges un peu partout qui vont pulluler sur son écran. Donc là, c'est une grosse croix pour lui. Autant vous dire que vous avez quand même très peu de chances de vous faire financer. Donc avant tout, c'est vraiment de soigner votre profil investisseur. Il faut que vous ayez des comptes qui soient sains. Parce que depuis 2 ans, comme tout le monde bien sûr l'a remarqué, on est en plein dedans. Les conditions d'octroi des crédits immobiliers se sont quand même drastiquement durcies. Les taux ont connu quand même une hausse sensible. C'est un petit peu les taux parce que moi j'ai rencontré un banquier il y a pas longtemps et je m'attendais pas à cette réponse. Je lui disais alors t'es un peu vache, voilà tu veux pas que les gens empruntent. Il me dit mais au contraire, les banquiers sont également impactés par ça et ils nous disent de manière assez directe venez nous consulter. Et en fait c'est ça qui m'a frappé dans sa réponse. Il nous a dit en fait c'est les demandes qui ont baissé. C'est pas tellement le nombre de refus. Et c'est vrai que c'était un petit peu cette croyance qu'on avait un peu tous en tête, c'est qu'en fait les gens, on leur a tellement dit que c'était cher, on leur a tellement dit que ça c'était un peu je trouve l'addition de cette fin d'année. Et c'est pour ça que là on sent que ça repart un peu parce que les gens, je pense, ont compris que le marché allait pas s'effondrer. Ouais. Le climat un peu de psychose est un peu derrière nous. Et finalement le premier trimestre de cette année, je trouve, est plutôt bon. Ouais. Vous avez même des publicités à la télévision qui on va pas citer les qui recrutent des clients. Qui te disent venez nous poser leur tu vois c'est un peu dans la lignée. Et c'est vrai que je pense qu'on a été il y a un moment où les gens étaient découragés, on leur a tellement envoyé des signaux négatifs que d'eux-mêmes ils sont plus trop allés en se disant tiens il me prêtera jamais en fait. Alors c'est sûr comme tu dis si tu commences à aller voir ton banquier avec si tous les mois tu finis à 500 € de découvert, que tu fais des paris et que tu claques tout à droite à gauche, mais même pour toi ça serait pas tellement sain qu'on t'endette. Tout à fait. Non mais c'est pour ça qu'un banquier, mettez-vous à la place d'un banquier. Quand vous arrivez à la banque, il va regarder vos comptes. Il va vous dire, il préférera quelqu'un qui est au SMIC, mais qui régulièrement met 50 €, même 20, 30 € par mois d'épargne, mais de manière régulière, qui a des comptes sains et qui sait parfaitement avoir une très belle gestion de ses comptes, plutôt que quelqu'un qui va gagner 5, 6 000 € par mois et qui finalement va tout flamber dans des jeux, dans des restos, dans des bars, dans des sorties et qui va se retrouver en découvert à la fin du mois. Ça paraît logique. Mais effectivement, tout le monde ne regarde pas ses comptes en détail et je pense que la première chose à faire, c'est de regarder ses comptes en détail, voir où partent les dépenses et faire en sorte qu'on ait des comptes qui soient normaux. Qui soient clean. Et surtout, d'une manière un peu pareil, naïve, comme tu dis, c'est pas que ça paraît évident, mais encore une fois, c'est pas parce que vous gagnez 4 000 € par mois, vous avez pas de dette, votre situation, vous mettez pas en difficulté. Mais le banquier, ce qu'il voit, c'est quelqu'un qui ne gère pas très bien son argent. Ouais. Donc faites l'effort 3-6 mois d'avoir que vos comptes ressemblent à des comptes d'un petit enfant modèle en fait. C'est ça. Et ça les banquiers, forcément ils mais même ne serait-ce que 3 mois, puisque vous remarquerez qu'en général quand vous faites des emprunts, on vous demande les 3 derniers des comptes. Donc ne serait-ce que 3 mois, vous vous tenez à carreau pendant 3 mois et vous êtes tranquille. En général, vous arriverez à avoir au moins une. Et on retourne au bar à 3 mois après. Voilà. Tout à fait pour fêter l'achat. Ça. Allez, écoutez, on reste à l'écoute de Radio Grand Lac. On fait une petite coupure musicale. On se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. C'est parti pour notre deuxième. Alors on fait, voilà, ça c'est c'est les joies du direct. Il y a Jean-Pierre qui fait le pitch, ça fait rire Sarah. Et moi je ne peux pas faire mon annonce correctement. On te déconcentre. C'était pour me concentrer, mais on est reparti dans le bain en direct pour grand débat sur les banques. Exactement. Mais
c'est notre conseil en tout cas, c'est le dernier qu'il fallait retenir, c'est que bien préparer votre dossier bancaire, voilà, ça sera la clé. Et aujourd'hui plus que hier, ça c'est clair. Parce que le thème quand même global de la journée, c'est bien préparer son premier achat en 2024. Le côté bancaire était, on va pas dire, c'était un petit peu plus open, voilà, il y a quelques années, mais là c'est fini, ça c'est clair. Même si le marché repart un petit peu, les banquiers sont, je pense que ils sont attentifs et vous pourrez d'autant plus négocier des conditions avantageuses, un taux un petit peu plus intéressant s'ils se disent tiens voilà ce couple-là, ce ménage-là a fait les efforts, ils ont un petit peu d'épargne, etc. Et n'hésitez pas non plus à consulter plusieurs banques, ça c'est important, on n'arrête pas de le dire sans cesse, mais ne vous cantonnez pas à une seule banque. Un refus n'est pas vrai pour une autre banque de la rue d'à côté qui peut très bien vous octroyer un crédit. Nous, on connaît des gens qui se sont fait refuser 10 fois par 10 banques et finalement la 11e était la bonne. Donc, si vraiment votre projet est d'acheter cette année, surtout consultez plusieurs banques. Alors, il y a une autre solution aussi, c'est pourquoi pas de consulter un courtier immobilier qui lui est un professionnel aguerri qui va savoir par rapport à votre profil tout de suite vers quelle banque vous orienter. Ça, c'est important parce que on a des fois une méconnaissance du métier de courtier, mais c'est pour la plupart, évidemment, il y a des bons, il y a des mauvais comme dans tout métier, mais pour la plupart, c'est des gens qui sont quand même aguerris, qui connaissent très bien les établissements bancaires qui aujourd'hui vont octroyer des crédits et qui peuvent effectivement vous dire on sait qu'aujourd'hui par rapport à votre profil, la banque postale, Crédit Agricole, c'est pas possible, on n'ira pas. Par contre, peut-être que la banque postale ou Société Générale, par exemple, ou la BNP, peu importe, pour ne citer que, vous octroiera un crédit. Donc ça, c'est important aussi de peut-être aller taper à plusieurs portes. Et puis ils ont les infos, c'est-à-dire qu'il y a, nous on s'y intéresse un petit peu, mais quand on dit qu'ils ont les infos, c'est ils savent que cette banque-là peut pas fermer les robinets en se disant tiens cette année on a fait notre quota, à part la consigne sera plutôt de dire non. Ils vont chercher la petite bête pour dire non, à part si vous êtes couple de chirurgiens, trentenaires. Et encore. Je cherche un exemple pour dire sauf si ils auraient vraiment si vous avez un profil super séduisant, gros revenus, etc. Bon, a priori là, on prête qu'aux riches. Ça c'est un adage quand même qui est toujours un petit peu vrai, mais pas que, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est clair qu'insister, l'acquisition client d'une banque passe souvent par le crédit immobilier. Ça veut dire que pour gagner des clients, il faut qu'ils aient quelque chose à vous offrir. Et certaines banques sont dans des phases en se disant il nous faut 100 000 clients de plus par an pour qu'on continue notre développement ou parce qu'on a envie de gagner des points de croissance, et souvent octroyer des prêts immobiliers. Alors, c'est pas pour autant qu'ils vont faire n'importe quoi, ça c'est certain, mais voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Alors moi je suis un peu flemmard de courir après les banques, donc l'option courtier me va très bien. C'est quand même ce qu'il faut dire, ils ont quand même une tâche ardue, c'est de constituer un dossier, d'aller enchaîner les rendez-vous. Enfin, ça prend du temps aussi. C'est vrai que si c'est un vrai métier. Vous avez déjà votre travail, vos enfants, vous allez passer du temps pour trouver le bien qui vous plaît, enchaîner les visites, les week-ends, patin coup fin. Si en plus il faut refaire la même chose avec les banques, vous voyez, c'est un stress en moins. C'est un stress en moins complètement. Moi, je valide complètement et puis c'est un modèle qui s'est bien démocratisé. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, c'était moins courant. Il y a 10 ans, ça fait une dizaine d'années, je dirais que c'est qu'on recommande aussi facilement. Les agents immobiliers, on a bien compris. Tout à fait. Ouais. Parce que nous, le client nous dit, on sent qu'il veut acheter, mais si on sent que financièrement il est pas prêt, c'est notre intérêt qu'il le soit. On va pas se mentir. Notre but, c'est quand même de lui vendre l'appartement. Donc, s'il faut également lui recommander de bons courtiers, donc c'est vrai que on sera ravis d'en recommander ceux avec qui on travaille parce qu'on sait qu'ils sont efficaces, tout simplement. Efficaces et qu'ils enlèvent une vraie pression. Moi, j'ai eu le cas dernièrement. On a vendu une belle maison à un jeune couple qui attendait un enfant, justement. Donc il y avait déjà la pression effectivement du déménagement, de l'emménagement, de toutes ces phases un petit peu critiques qui peuvent quand même amener beaucoup de stress à l'intérieur d'un foyer. Et du coup, le fait de passer par un courtier, ça les a complètement allégés. Il leur a trouvé une banque rapidement, le dossier s'est fait rapidement, tout a été bouclé et du coup ils en sont ravis puisqu'en plus ils ont économisé par rapport à la proposition de leur première banque avec laquelle ils seraient passés en direct. Donc finalement ils étaient gagnants sur tout. Donc voilà, ne négligez pas cette piste qui peut vraiment être assez sympa. Juste une dernière chose pour finir sur ce thème-là. N'oubliez pas qu'en général, il faut quand même un apport de 10%. Ça, n'importe quelle banque vous le demandera, ça sera le minimum. Si vous avez plus, c'est mieux. Mais voilà, des 10%, donc peu importe ce que vous achetiez, que ce soit un studio, un T2, un T3 ou une maison, n'oubliez pas qu'effectivement, ces 10%, en général, vous y couperez pas.
Malheureusement ou heureusement, parce que la banque, finalement, c'est pas qu'elle bloque sur le fait des 10%, mais dans son esprit, alors on pourra faire une émission un peu sur ce thème-là et se faire confirmer l'info, mais je pense que c'est important pour eux parce que, d'une part, si jamais vous vous plantez, en fait, eux, leur dette ne sera pas de 100%. Donc, il y a vraiment une question de risque. Ça, c'est le premier point. C'est qu'ils se diront, le bien, ils l'ont acheté au prix du marché. Donc, si on leur prête que 90%, si jamais on doit saisir le bien, on retombera sur nos pattes, on ne perdra pas d'argent. Donc, on va pas se mentir, hein. De toute façon, c'est quand même un business pour eux. Et la notion de risque, elle est essentielle. Donc, ça, c'est un point factuel. Et je pense que le deuxième point, qui a peut-être moins de poids, mais qui est aussi important, c'est de se dire, si à 40 ans, vous considérez acheter un appartement à 200 000 euros et que vous n'avez pas 20 000 euros, alors que vous avez des revenus un peu corrects, on va considérer que votre profil est un peu à risque et que vous n'êtes pas prévoyant, vous n'êtes pas... et c'est d'une certaine point de vue, c'est assez vrai finalement. C'est de se dire, quand même, vous envisagez, monsieur et madame, d'acheter une maison à 500 000 euros, on parle quand même de sommes importantes, et vous n'avez pas 40, 50, 60 000 euros. Et alors que vous ne les ayez pas à 25 ans, c'est normal, mais que vous ne les ayez pas à 40, 50 ans, c'est étrange, quelque part. Alors après, je ne vais pas dire que c'est automatique qu'à 50 ans, on doit avoir 50 000 sur son compte. Ça dépend des phases de vie de chacun, mais en effectivement... En tout cas, la banque va le prendre comme ça. La banque le prendra de cette manière, effectivement. Ouais. Ça me permet d'enchaîner avec un petit peu avec le concept prochain qui est un peu dans cette lignée, c'est avec ou sans travaux. Parce qu'il y a quand même un peu une donnée financière. C'est sûr que si déjà vous êtes un petit peu ric-rac sur le financement, si en plus le bien a besoin de travaux, nous, notre conseil, c'est que si vous n'avez pas de connaissances ou un appui familial, que votre père, par exemple, est dans le BTP ou électricien, plombier, etc., que votre conjoint est peut-être maçon, c'est plutôt déconseillé d'acquérir un premier bien avec beaucoup de travaux. On fait une distinction entre un rafraîchissement, changer la cuisine, pour nous, c'est pas des travaux. Des travaux, ça va être un réseau électrique obsolète, complètement refaire les sols, l'isolation, c'est le cumul de plusieurs postes. Ça, c'est... Alors, soit vous l'achetez à un bon prix, et vous pouvez justement, le banquier va être sympa, il va vous allouer une enveloppe travaux, et vous faites appel à des professionnels, et vous vous déchargez de cette partie-là. Mais bon, on va dire que pour un premier achat, ça peut être dangereux. Ça peut être un petit peu dangereux. Voilà, un premier achat, tu l'as souligné, ça entraîne déjà pas mal de stress. Là, vous rajoutez encore une étape, une cause de divorce. Donc, c'est ce que j'allais dire. Une chance sur deux. Voilà, donc c'est une épreuve. Si vous voulez tester votre couple, allez faire des. Allez-y. Allez faire des. Pas besoin d'aller sur l'île de la tentation. Non, voilà, vous faites un achat immobilier, chérie, c'est on va acheter une couleur jaune. Non, j'ai dit vert. C'est. Moi, j'ai abdiqué. Si ma femme m'écoute, elle sait qu'elle a gagné. Voilà, il n'y a pas de problème. Je préfère la paix des ménages. Écoutez vos femmes. Exactement. Mais voilà, il faut un peu de temps pour l'apprendre, ça. C'est question d'éducation, c'est tout. On vous a à l'usure. C'est ça. Moi, je l'ai bien compris. Alors, conseil numéro 7, multiplier les visites. Alors, dans quel sens on entend multiplier les visites? Parce qu'on n'est pas moi j'aime bien dire, on n'est pas des taxis, nous, agents immobiliers, donc c'est vrai que multiplier des visites inutilement, c'est pas l'enjeu. Mais on est conscient, toutefois, que pour un premier achat, c'est peut-être pas évident. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour ce conseil-là? C'est sûr que c'est pas évident. Alors comme on le dit aussi, c'est souvent, on n'aime pas effectivement faire des visites touristiques, mais évidemment que pour un premier achat, c'est important de pouvoir comparer. Alors souvent, on se rend compte que finalement, les visites coup de cœur sont finalement les bonnes. C'est très souvent le cas. On en parlait avec toi, Romain, tout à l'heure. On peut avoir une première visite sur un bien coup de cœur et puis finalement les gens sont un petit peu frileux d'y aller, c'est trop tôt. Voilà, ils n'ont pas de point de comparaison, donc ils se disent bon oui, mais finalement peut-être qu'on aura d'autres coups de cœur et ça serait bien quand même d'aller faire un tour du marché. Donc effectivement, souvent ils reviennent au premier bien coup de cœur, mais c'est intéressant de pouvoir comparer parce que déjà ça vous assure une certaine sécurité aussi de savoir que si vous engagez pleinement, vous savez exactement où mettez les pieds parce que vous avez pu comparer. Donc ça c'est la première chose à faire. Effectivement, il faut quand même avoir le coup d'œil. Il y a plusieurs choses qui vont entrer en ligne de compte et qui sont importantes. Il va y avoir des points essentiels qui vont être à vérifier. Parmi ces points essentiels, vous allez avoir évidemment l'état général du bien. Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il n'y a pas de travaux? Est-ce qu'il y a une mise aux normes à réaliser ou pas? Comme tu le disais, est-ce que effectivement les travaux, c'est juste un rafraîchissement, auquel cas vous enlevez le papier peint, remettez un coup de peinture, vous refaites une cuisine, une salle de bain? Ou est-ce qu'il va falloir refaire toute l'électricité, la plomberie, les sols, l'isolation, et auquel cas vous n'êtes plus du tout sur la même enveloppe travaux? Donc ça, c'est la première chose, parce qu'effectivement, c'est une notion de calcul, l'achat plus les travaux, plus les frais de notaire. Vous allez avoir aussi l'état de la copropriété, si vous achetez un appartement en copropriété, bien sûr. Donc pour ça, il va falloir que vous demandiez au minima les 2 derniers PV d'AG.
Donc sur ces derniers PV d'AG qui sont des procès-verbaux d'assemblée générale, il va être notifié tous les travaux à venir qui ont été votés par l'Assemblée générale. Donc soit vous avez des PV qui vont être entièrement vierges, auquel cas c'est super, soit vous allez avoir des travaux qui peuvent être très conséquents comme un ravalement de façade, un changement de toiture, une isolation complète. Et alors là, c'est plus du tout la même problématique. Donc si vous avez un agent immobilier honnête, et ce qu'on estime être quand même 99% honnête, bien sûr, il vous le précisera. Par contre, sur un particulier, faites attention parce que vous pouvez vous retrouver avec un appartement, finalement, un ravalement de façade a été voté et ça peut être... Ouvrez les yeux. Moi, c'est toujours le conseil que je donne aux clients, c'est si l'immeuble, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc si l'immeuble il est propre, il est propre. Si l'immeuble il n'est pas propre, à un moment donné, on ne va pas vous faire... Si vous avez un doute, passez votre chemin. Ou de se dire, ok, je note que vous me dites que c'est pas voté, mais c'est pas parce que ce n'est pas voté ou que l'immeuble n'en parle pas que l'immeuble, écoutez, je suis désolé monsieur, mais l'immeuble il est pourri quoi. À un moment donné, la façade est dégradée, on voit que ça a 30 ans, que ça n'a pas été refait. Bon, pas de secret, on a beau vous dire n'importe quoi, vous avez des yeux, vous les ouvrez et vous voyez bien que c'est il va y avoir de toute manière quelque chose qui peut se passer dans les années à venir. Exactement. Voilà. Ensuite, bien sûr, demandez la taxe foncière. Vous allez devoir la payer d'une manière ou d'une autre. Donc on a des taxes foncières qui peuvent être, on va dire, sur des montants classiques, et puis d'autres qui peuvent des fois un peu sortir du chapeau comme ça en se disant ouh là, finalement mon appartement je payais 700 €, je vais me retrouver avec 1500 € de taxes foncières. Bon, ce serait bien quand même de creuser un petit peu l'information. Et puis vous avez les charges, tout simplement les charges de copropriété. Alors là, c'est un point essentiel, effectivement, parce que vous pouvez avoir... Moi, je vous donne l'exemple, parce que moi, j'aime bien parler avec des exemples. C'est quand même plus concret. J'ai vendu un studio dernièrement, alors du côté de Saint-Julien-en-Genevois, qui avait 250 € de charges mensuelles. Alors sur le coup, on peut se dire, ouais, quand même, ça pique un peu. 250 €. Par contre, dedans, il y avait absolument tout. Donc vous aviez le chauffage, l'eau chaude, l'eau froide, les charges de syndic, tous les entretiens des espaces verts, il y a absolument tout. Donc on était sur un studio, donc sur un profil investisseur, et finalement, au niveau du calcul de rentabilité, on était super bon. Donc voilà. On peut avoir des charges de copropriété. Le but, c'est vraiment de les détailler, de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour pas vous engager n'importe où. Voilà. Alors, on va passer au conseil numéro 8. Donc, quelles sont les aides financières auxquelles je peux prétendre? Donc, on va faire assez rapide parce qu'on n'est pas les spécialistes des... Ouais, voilà. Moi, je voulais mettre le doigt sur une seule chose. On pourra, on a un partenaire qu'on vous présentera plus tard qui est spécialisé justement dans l'accompagnement des aides auxquelles les ménages peuvent prétendre. Juste, il y a eu quelque chose qui avait été très bien lancé, l'État pour une fois, entre guillemets, parce que l'immobilier, franchement, je vais pas être sympa avec eux parce qu'ils sont pas sympas avec nous, tout simplement. Et là, pour le coup, ils avaient fait un truc intéressant, c'est qu'ils avaient remis un petit peu les compteurs à zéro, et que si vous cumuliez 2 postes énergétiques en souffrance, pour améliorer ces histoires de DPE, vous aviez, quels que soient vos revenus, 35% de subvention. Et puis finalement, 2 mois après, je pense qu'on l'a tous noté, notre cher ministre de l'économie Bruno Le Maire nous a dit que il y avait 10 milliards à trouver et que la prime rénov allait les prendre un petit coup dans l'aile. Donc aujourd'hui, on va mettre en parenthèse un peu ce conseil 8 parce que on sait pas à quelle sauce on va être mangé dans les prochaines semaines, prochains mois. Si je dis pas de bêtises, alors je suis pas un expert de ça, mais je crois que le prêt à taux zéro là est toujours quand même doit bien avoir un bout encore qui doit être on doit pouvoir encore en bénéficier. Moi, ce que je conseille toujours pour aller vraiment voir s'il y a une aide qui est encore applicable ou pas, c'est d'aller sur le site du service public. Et là, et à mon avis, là, vous avez les réponses. Mais encore une fois, on fera, je pense, une émission un petit peu dédiée à ça. On embraye tout de suite avec le conseil 9, parce que c'est un petit peu dans la lignée de ce que tu as commencé à nous expliquer. C'est les frais du propriétaire. Donc, notamment, ce que tu expliquais, donc ces charges, la taxe foncière. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément tout de suite, et ton exemple était pertinent en disant attention, vous avez quand même cette information-là à prendre en considération. Donc, ok, vous allez avoir votre mensualité de 700 € par mois, mais vous allez aussi avoir, quand vous louiez par exemple, votre loyer était de 750 €, charges comprises. Alors finalement, le loyer était composé de deux choses, de l'argent que le propriétaire allait toucher, et il vous faisait payer à peu près 80% des charges locatives. Là, on va vous séparer les deux montants, et vous allez avoir l'impression de payer en fait un petit peu plus, mais finalement ces charges, vous les avez toujours payé, à part si vous étiez chez vos parents, bien évidemment, mais si vous louiez, vous les connaissiez déjà, mais pas totalement de la même manière. Donc juste en 2 mots, pour qu'on tienne un peu notre timing, parce qu'on est en train un petit peu de mordre un petit peu l'horaire, mais vraiment en 2 mots, les frais du propriétaire, c'est une petite
précisions supplémentaires que tu voulais ajouter ou on est bon pour... Non, on était à peu près bon par rapport à ça. Non, par rapport aux charges. Voilà. On va faire vite, on est désolé, on est un petit peu à la bourre, alors du coup, on accélère. On a dit nos 10 conseils, donc on arrive au point numéro 10, on est encore dans les temps. Le choix du notaire, on voulait quand même mettre un petit peu la lumière sur cet officier public qui possède un pouvoir important délégué par l'État et qui est notre allié dans les dossiers de transaction. Et le notaire, c'est quelqu'un qui arrive dans le dossier de manière formelle, puisque c'est lui qui va réitérer l'acte, qui va vous rendre propriétaire. Nous, on conseille, je trouve que c'est toujours sympa de le rencontrer. Alors, peu le font parce qu'ils se disent, tiens, allez, je le ferai en temps voulu, mais de le rencontrer en amont du projet. Nous, on va vous recommander, tiens, allez voir maître X ou Y. Il va vous recevoir 5 minutes, 10 minutes, il va vous expliquer, donner peut-être un conseil ou deux, et ça va désacraliser un petit peu peut-être ce moment. Et vous verrez qu'avoir un notaire de famille qu'on connaît, qui connaît votre situation, de confiance. Voilà, la confiance va s'installer, et c'est plutôt bien d'avoir une relation, je dirais, de long terme avec ses administrés, parce que il va pouvoir vous accompagner le testament, le Pacs, le mariage, un héritage, gérer vos parents les jours où il y aura les successions. Et plus il aura une bonne vision de votre personne et de votre famille, plus il sera pertinent et pourra vous aider. Donc vraiment, le notaire, n'oubliez pas que c'est votre allié au quotidien et que c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous et pour vous conseiller également. Je sais pas si, encore une fois, tu as un petit truc à dire pour conclure, mon cours, on essaie d'être Oui, ça d'être assez concis, mais non, je te rejoins complètement là-dessus. Un notaire, c'est une personne qui va être importante effectivement pour la gestion de votre patrimoine et qui va vous aiguiller sur des conseils avisés et qui peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il peut vous éviter de faire de nombreuses erreurs sur des acquisitions sur peut-être des problématiques que vous n'auriez pas vues. Et donc le notaire peut être là aussi vraiment en tant qu'allié. Donc fiez-vous aussi, fiez-vous à son jugement et à ses compétences tout simplement. Merci Sarah, en tout cas à chaque fois que tu viens, j'ai vraiment envie de t'écouter, de te réinviter. C'est gentil Romain, merci. Vraiment content. Et on a quand même des agents de qualité dans nos agents, que vous serez entre bonnes mains avec Sarah qui sera votre allié pour acheter ou vendre un bien immobilier du côté du Bassin-Aixois, vous l'avez compris, et également sur Entrelacs. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en relation. Quant à Jean-Pierre, mon fidèle Jean-Pierre qui est bien là à la technique, je serais bien malheureux quand même sans toi, je ne saurais pas sur quel bouton appuyer. Merci d'avoir encore géré la technique pour cette émission. Et quant à nous, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac dans un petit quart d'heure maintenant en direct. 9-2-1 Partez, votre émission sportive. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac.